en a un qui nous fait traverser le Louvre et découvrir certaines coulisses. C'est Thomas Hervé qui, vous le connaissez, s'impatiente, trépigne. Nous allons le retrouver. D'autant qu'il a 2-3 petites choses à nous montrer. J'aime bien petites choses. Oh, la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie, on est seul, on est libre et on traîne. Bonjour Thomas. Bonjour Laurent. Alors, vous aurez compris, nous sommes ici dans la salle rouge, c'est celle des grands formats. C'est quand même assez impressionnant. C'est celle des grands formats du romantisme français. Alors déjà, une spécificité, ce rouge, il a été très difficile à trouver parce qu'en fait, il devait mettre en valeur l'or des cadres et puis rappeler les couleurs de l'Empire. Et alors, le rouge, c'est une couleur un peu flash, c'est difficile. On a fait appel au peintre Soulages qui a rajouté un peu de noir dans ce rouge et qui permet au tableau d'exploser. Oui, et regardez, vous voilà. voyez, ici vous avez la liberté guidant Oui. le peuple, la fameuse. Une liberté totalement, on va dire, dans sa liberté justement, qui montre sa poitrine pour la première fois, ce qui cause scandale. Et vous faites quelques mètres et vous avez tout de suite à côté le radeau de la Méduse. Le fameux. Qui a fait scandale à l'époque parce que c'était page d'histoire, quand même. évidemment un bâtiment royal, c'était un naufrage et donc on ne devait pas montrer ça. Quand on parle du Louvre, on pense tout de suite à la Joconde. Et c'est vrai que Mona Lisa a tendance à faire de l'ombre à tous ses trésors. Et c'est bien le problème. Alors en gros, il y a 3 stars, il y a la Victoire de Samothrace, la Vénus de Milo, la Joconde et quand on y va, on fait une espèce de parcours comme ça et on oublie tout autour des chefs-d'œuvre extraordinaires. Vous savez ce qu'on a fait, nous? On a décidé justement, sur cette peinture italienne, d'aller rechercher les petits trésors cachés. Lorsque tout le monde a les yeux vissés sur la Joconde, ce que vous ne savez pas, c'est que vous tournez le dos aux noces de Cana, de Véronèse. Ce qui frappe lorsqu'on regarde cette toile, c'est le mélange entre le sacré, le Christ est en train de changer l'eau en vin, et le profane, puisque évidemment, il y a les invités de la noce, et aussi Véronèse lui-même qui se serait représenté avec le Titien et avec le Tintoret, ses collègues de l'époque, au centre de la toile. Et puis, alors, petit détail amusant, vous avez quand même une des invitées qui est gentiment en train de se curer les dents. C'est élégant. Autre chef-d'œuvre de Léonard de Vinci, la Sainte-Anne. On voit le bras de Sainte-Anne, la mère de Marie, qui est prolongé par le bras de Marie elle-même. Et puis, même chose, le bras de Marie est prolongé par le bras de Jésus. Et cette construction évoque la filiation entre la grand-mère, la mère et le fils. Et en plus, il a rajouté l'agneau pascal, annonciateur de la passion du Christ. Ce tableau, il a mis plus de 16 ans à le terminer. D'ailleurs, il ne l'a jamais terminé puisqu'il est mort avant. Et c'est pour ça qu'on considère qu'en fait, la Sainte-Anne, eh bien, c'est le testament de Léonard de Vinci. Et puis, il y a la querelle du Paragone avec Daniele Ricciarelli. Qui, de la sculpture ou de la peinture, est à même de mieux représenter la réalité? Eh bien, le peintre, il dit c'est moi, parce que je peux représenter cette scène, David et Goliath, d'un côté, vue de face, et de l'autre, la scène vue de dos. Et en plus, dit-il, comme moi j'ajoute de la couleur, j'ajoute de la vie, donc j'ai gagné. Louis XIV a adoré, mais il a dit, il est hors de question que je tourne autour de la peinture. Donc il a fait construire un piédestal tournant, bah oui, parce que c'est la peinture qui doit tourner autour du roi. Et puis vous avez Arcimboldo. Oh, Arcimboldo, c'est rigolo. Ma fille a fait le même en CP avec des fruits et des légumes. Erreur. Ces tableaux représentent l'immensité du pouvoir de Maximilien II, l'empereur. L'empereur traverse les saisons. Été, automne, hiver, printemps. L'empereur sera là jusqu'à la fin des temps. Et en plus, quels que soient les éléments de la nature que vous preniez, des fruits, des fleurs, des arbres, tous vont toujours représenter le portrait de l'empereur. Et voilà le véritable secret de l'œuvre d'Arcimboldo. Et pour terminer, la mort de la Vierge du Caravage. Mais le problème, c'est que lorsque vous regardez la toile, vous percevez la mort d'une femme et non pas la mort d'une sainte. En fait, il n'y a pas de signe religieux. Donc, l'Église à l'époque a refusé le tableau. Heureusement, Rubens a repéré le chef-d'œuvre et donc il l'a fait acheter au duc de Mantoue. Et finalement, c'est Louis XIV qui en a hérité. Et aujourd'hui, on profite de la collection de Louis XIV, qui est tout simplement la plus belle collection de peinture italienne au monde, en dehors de l'Italie. Merci Thomas pour ce joli cadeau, pour ces trésors cachés. Vous avez une préférence, vous, pour tout ce que vous avez vu ici au Louvre? Écoutez, c'est simple. Moi, j'ai une préférence. Vous savez que on dit souvent que Paris est une capitale qui est polluée, il y a un environnement sonore, les prix sont chers. Bref, c'est difficile d'être dans cet environnement. Alors,
profitez au moins de ces trésors cachés. Allez-y, parce qu'il y a tellement de choses à voir. Enfin, c'est facile à dire, parce que nous, là, on a le Louvre pour nous, mais le public, lui... Alors, le public, petite astuce, si vous voulez avoir comme, peut-être pas exactement comme nous, peut-être pas être deux, mais avoir moins de monde, il faut faire les nocturnes. Il faut y aller le mercredi soir ou le vendredi soir, et là, mais vous avez 40 fois moins de monde. Et vous êtes pratiquement tout seul. Alors, pour que vous ayez un guide qui vous fasse la visite, alors là, je vais vous dire, C'est royal? Non, impérial. Exactement. Merci Thomas.